moi, je suis enthousiaste depuis que j'ai lu en profondeur La découverte du quotidien, élément pour une phénoménologie du monde de la vie. C'était sorti en 2005, je l'ai lu. Ce n'est pas un livre aussi facile, c'est un gros livre et c'était éclairant pour la pratique de la psychiatrie. On retrouvait tout de l'intérêt peut-être de, de Blankenburg, de Tatossian, etc., à lire Fink, à lire Husserl, à lire Schutz, à lire cette confrontation finalement un peu intersubjective des failles et en même temps du monde ouvert par la pensée transcendantale phénoménologique et la pensée du monde du vivre, qui est au fond une sorte d'échec de la pensée transcendantale. Et c'est vrai que dès que je les ai rencontrés, je les ai toujours fait lire immédiatement à mes amis, à Jean-Arthur, à Tully, à Michel. Et ces livres m'accompagnent toujours. En particulier aussi les deux tomes des recherches phénoménologiques sur la vie, le monde et le monde de la vie, la découverte du quotidien et puis le phénomène de son nombre. Personnellement, j'ai rarement lu quelque chose qui se rapproche autant de ce qui me paraît être la pratique d'un psychiatre inspiré par la phénoménologie, même s'il n'y est pas question de psychiatrie, pardon, il est question d'un monde que l'on rencontre quand on croise la psychose. Et au fond, c'est une philosophie qui est révélatrice d'une approche atmosphérique du monde qui est granuleuse, qui est continue, qui est un petit peu comme sont les expériences du temps, de la musique ou de la photographie, quelque chose qui pose les questions de la continuité et de la contiguïté du monde, question que l'on retrouve au cœur de la pratique clinique et soignante de la phénoménologie. En fait, c'est une approche transcendantale, méthodique, et en même temps qui n'est pas détachée de style artistique qui fait que les phénoménologues travaillent plus comme Rodin que comme des médecins. Et en essayant de dégager quelque chose de l'expérience immédiate d'une rencontre. Et tout ça nous extrait d'une certaine manière et nous confronte à une sorte d'enfermement un petit peu complice dans le monde de la vie et nous dégage de cette complicité sans que l'on devienne fou pour autant. Ce qui est intéressant dans cette approche philosophique, dans ces bouquins-là, dans ces textes, c'est qu'en fait, ils comprennent Husserl depuis ce qui s'est passé après. Et cette expérience d'après-coup, de l'après-Husserl, dans ce que l'on redécouvre chez Husserl par ce qu'il a transmis, donc c'est une approche profondément intersubjective et originaire. Ça nous montre ce que c'est que l'ambiance et comment cette ambiance, cette question de l'ambiance peut faire une sorte de retour dans l'expérience psychiatrique. Alors, je ne vais pas parler longtemps, mais c'est une expérience qui est toujours un peu floutée et en même temps éclaircie. Alors, je sais que c'est apparemment absurde et qui nous révèle le fond de notre expérience et qui nous permet aussi de ne pas rester complètement dans ce fond, d'en sortir et surtout sortir avec pas mal d'humour et de distance. Je m'arrête de parler, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content d'avoir cette chance et que nous ayons tous cette chance. Je crois qu'on languissait tous depuis longtemps de vous entendre. Merci. Merci Jean Naudin. Merci à vous et merci à Jean-Arthur et Tully pour leur invitation. Donc, disons, vous m'avez mis la pression là sur mon intervention parce qu'avec tous ces éloges, il va falloir que je ne vous déçoive pas. Donc, je vais présenter au fond ce que j'ai appelé écophénoménologie, articulée autour de cette notion d'ambiance qui me semble être une notion fondamentale que d'ailleurs des psychiatres eux-mêmes avaient déjà remarqué. Minkowski, dont je parle beaucoup, qui est l'un des premiers dès les années 20, fin des années 20, début des années 30, à utiliser le terme d'ambiance dans le cadre de son analyse philosophique et psychiatrique, d'abord de la temporalité,
puis de la spatialité, puis au fond de la relation au cosmos, vers une cosmologie. Donc c'est pas un hasard si au fond la psychiatrie s'intéresse à l'ambiance, parce que elle s'est déjà intéressée depuis un siècle à cette thématique des atmosphères, des ambiances, et donc je reviendrai sur ce point. Pour expliquer un peu cette thématique et ce travail, je vais partir d'une anecdote. Il y a une dizaine d'années, je faisais un séminaire à mon université de Bordeaux et j'avais choisi comme thématique le nocturne, la nuit. Parce que bien évidemment, pour un phénoménologue, l'obscurité a quelque chose de fascinant et de fascinant, je dirais, dans la manière dont on vit l'obscurité et ses différentes dimensions, mais aussi de fascinant comme défi pour le phénoménologue de décrire au fond l'obscurité, puisque la plupart du temps, on va être obligé d'utiliser des formules négatives, de dire il n'y a pas de lumière, etc., pour décrire cette obscurité. Et je faisais donc un séminaire sur le nocturne qui s'articulait au fond en trois éléments. L'expérience sensible du nocturne, donc l'expérience de la perception, des affects, la manière dont la nuit modifie au fond notre rapport sensible corporel à ce qui nous environne. Il y avait une dimension, le deuxième aspect, c'était la dimension pratique. Bien évidemment, la nuit nous impose des modifications de la manière dont nous agissons. Déjà parce que notre action, si la nuit n'est pas éclairée, notre action est déjà plus faillible, plus friable, étant donné que nous n'avons pas la clarté du jour pour nous orienter dans le monde. Donc la nuit, au fond, limite certaines actions, mais elle peut en permettre d'autres. Et donc la nuit et l'expérience nocturne est aussi un champ où notre pratique se modifie. Et puis le troisième étage de la fusée, c'était la dimension symbolique de la nuit, à la fois dans ses représentations religieuses, artistiques, philosophiques aussi. Les philosophes parlent beaucoup de la nuit de manière métaphorique. Platon, Hegel, Lévinas parlent beaucoup du nocturne. Et pendant ce séminaire, à un moment donné, c'était plutôt dans la partie perceptive, un étudiant me titillait pour me demander vraiment ce qui était fondamentalement modifié dans l'expérience nocturne. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais ce qui change fondamentalement, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Bien évidemment, ce terme, je le connaissais, bien évidemment, et je l'avais même employé dans des textes théoriques, notamment dans la découverte du quotidien, où je parlais d'ambiance, de familiarité, d'atmosphère de familiarité ou d'étrangeté, etc. Mais je n'avais jamais véritablement travaillé cette idée, ce concept d'ambiance. Dans mes travaux sur la ville américaine, bien évidemment, c'était aussi des travaux de description, de saisie d'ambiance passagère, évanescente, que peut produire la ville, soit la ville spectaculaire, Las Vegas, soit des aspects moins spectaculaires, comme les motels, les stations-service, les immenses centres commerciaux. Donc, au fond, cette notion d'ambiance, elle était déjà présente dans mon travail, mais je ne l'avais jamais clarifiée. Et je me souviens que pendant ce séminaire, en répondant à cet étudiant, en lui disant que c'était l'ambiance, je me suis arrêté soudainement et j'aurais dit d'attendre quelques secondes. Je suis retourné à mon bureau et j'ai noté ce terme d'ambiance en l'entourant, en disant, voilà, il faut que tu le retravailles. Parce que peut-être que par rapport au travail sur le quotidien, sur l'expérience urbaine, j'avais peut-être là, rétrospectivement, une clé de lecture et d'interprétation de tout ce que j'avais fait auparavant, comme si, au fond, je pressentais déjà que ce terme d'ambiance allait m'occuper longtemps et allait presque servir d'une formule un peu magique pour rentrer dans mon propre travail, au fond. Alors, pas simplement pour recomprendre ce que j'avais fait, mais aussi pour me faire comprendre aussi d'autres aspects de la réalité et de la vie, notamment de la vie quotidienne. Et donc, à partir, je crois que c'était en 2010, ce séminaire, j'ai commencé
à faire un travail, d'abord pour me documenter sur ce thème, sur ce terme, les termes aussi proches, atmosphère, aura, humeur, etc. Bon. Et puis, peu à peu, ça aboutit à un travail qui est apparu en octobre dernier. Donc, vous voyez, c'est un long travail, presque d'une dizaine d'années, de recherche sur l'ambiance, l'ambientialité et au fond, ces phénomènes très difficiles à décrire que sont ces atmosphères dans lesquelles nous sommes continuellement enveloppés et aussi traversés. En faisant ce travail sur les ambiances, je me suis aperçu que, au fond, ce terme était étrange. Si on renvoie à son étymologie, la racine de l'ambiance, c'est ambe. Hein, je vais peut-être, parce qu'on a un espace de discussion, je vais citer ambe ou ambi, ou en grec, amphi. Donc on a une racine indo-européenne qui renvoie à l'amphi, à l'ambi, etc. Ce qui signifie littéralement des deux côtés, ce qui vient des deux côtés. Comme par exemple quelqu'un qui est ambidextre, c'est quelqu'un qui écrit aussi bien de la main droite que de la main gauche. Donc l'ambiance, au fond, c'est ce qui nous entoure des deux côtés, même de tous les côtés. C'est ce qui nous enveloppe. Ce terme a donné, par exemple, ambiguïté. Hein, c'est la même racine de l'ambe, hein, à la fois des deux côtés et aussi de l'enveloppement. Il me semble que cette expérience de ce qui nous enveloppe, la philosophie en tout cas, a eu du mal à la décrire, a eu du mal à la préciser. Au fond, lorsqu'elle a voulu décrire ce qui nous entourait, pas simplement la philosophie, mais même les sciences, hein, elle a utilisé des termes comme environnement ou des termes comme monde ambiant. Mais elle n'a pas véritablement parlé d'ambiance ou ce que moi j'appellerais, ce que j'ai appelé dans le livre, l'autour, hein, ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure. C'est pour ça que ce travail, je l'ai placé sous un terme que j'ai appelé écophénoménologie et que je vais un peu expliciter. Bon, vous n'êtes pas, bien sûr, sans ignorer que notre époque se pose beaucoup de questions sur notre relation à l'environnement et sur à la fois ce que l'environnement nous fait et sur ce que nous faisons à l'environnement. Notre crise climatique, notre crise sanitaire, on le sait, ont des causes environnementales. Et en un sens, si le réchauffement climatique est dû à notre action sur l'environnement, par exemple, on sait très bien, les épidémiologistes nous disent que, bien évidemment, le virus que nous subissons a certainement des causes environnementales dues à la pression humaine sur la biosphère, etc. Donc il va de soi que nous sommes dans un moment charnière où les sciences, d'ailleurs les sciences naturelles comme les sciences humaines, comme la philosophie, se posent beaucoup de questions sur la manière dont nous sommes liés à notre environnement et les outils conceptuels que nous avons pour penser cette relation à l'environnement ou au milieu. Si on regarde les textes de l'âge classique, hein, par exemple chez Descartes ou chez Leibniz ou Spinoza, la présence de l'environnement est très minimale. Hein. C'est le monde, bon, c'est très vague. Hein. À partir du XVIIIe siècle, puis à partir du XIXe siècle, dans la biologie, dans la médecine, dans la sociologie, on va commencer à parler de milieu, puis d'environnement, qui au départ est un anglicisme de Spencer, que le français s'est réapproprié, etc.
Alors, il me semble que, vous allez voir, je vais retomber un peu sur mes pattes, que l'ambiance va être un élément pour penser cette relation à l'environnement. Je dirais que, traditionnellement, et ce, au fond, depuis Hippocrate, vous voyez, on va remonter au père de la médecine, hein, et son fameux traité des eaux, des airs et des lieux, hein, traditionnellement, au fond, et dans la médecine grecque, on pense notre relation à l'environnement comme la relation entre, d'un côté, des organismes, et de l'autre, ce qui entoure ces organismes, et qui, Hippocrate n'employait pas le terme de milieu, mais il employait le terme de périécone, hein, ce qui entoure, ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure, c'est bien évidemment à la fois une géographie, un lieu, ce sont aussi des vents, hein, et Hippocrate s'intéresse beaucoup aux vents, parce que bien évidemment les vents sont porteurs de maladies, mais aussi ils sont porteurs, au contraire, de santé, hein, d'où le rôle de l'aération, de la ventilation dont on nous parle depuis, depuis un an, des airs, des eaux, etc. Donc, au fond, depuis Hippocrate, on pourrait nommer un modèle dualiste organisme-environnement. Et de même que les organismes agissent sur l'environnement, les environnements agissent sur l'organisme pour le meilleur ou pour le pire, à savoir certaines pathologies. Et donc Hippocrate, qui voyageait beaucoup dans la Grèce antique et dans le Moyen-Orient, recommandait à certaines personnes que si elles avaient certaines maladies, c'est certainement parce qu'elles étaient trop proches d'un certain milieu, trop humide, trop exposées au nord, etc., etc. Je dirais que ce modèle hippocratique, au fond, on l'a conservé très longtemps. Si on regarde les théories du milieu du 19e siècle, chez Comte, même chez Claude Bernard ou d'autres penseurs, hein, soit des géographes, soit des médecins, au fond, ils reposent sur, leur analyse repose sur ce schéma. D'un côté, nous avons des organismes. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous identiques, hein. Il y a des hommes, des animaux, des plantes, etc. Mais enfin, nous avons des organismes qui sont des individualités organiques. De l'autre, nous avons des environnements, l'environnement de l'air, l'environnement de l'eau, différents types d'environnements, l'environnement urbain pour la sociologie urbaine, hein, parce que bien évidemment, l'urbanisation du 19e siècle, avec ses transformations, a beaucoup intéressé les médecins comme les sociologues, hein, sur les effets délétères de l'urbanisation sur les corps. Hein, bon, toutes les maladies possibles que l'on connaissait au 19e siècle. Et donc, on est resté dans un modèle. Donc, d'un côté, on a des organismes, de l'autre, on a des environnements. Puis, troisièmement, on a des relations. On a des relations entre ces organismes et ces environnements. Des relations qui peuvent être saines ou pathologiques, qui peuvent être durables ou éphémères. Mais tout ça constitue une sorte de tissage. Et au fond, que l'on s'intéresse d'un point de vue médical, sociologique ou même d'un point de vue de l'écologie, par exemple, de la science écologique, c'est-à-dire l'analyse des milieux, au fond, c'est ce modèle qui demeure. Hein, si on regarde au fond l'approche scientifique de l'écologie, eh bien, on va étudier par exemple l'ensemble des organismes vivants dans un biotope donné, le nombre d'oiseaux, de vers de terre, d'êtres humains, que sais-je encore, et puis les caractéristiques de l'environnement, les caractéristiques géologiques, de l'air, du rayonnement solaire, et puis ensuite on va essayer de comprendre les interactions, hein, entre ces organismes et ces environnements. Alors je crois profondément que ce modèle est obsolète, que ce modèle ne fonctionne pas. Et qu'en un sens, la crise écologique que nous vivons n'est pas simplement une crise factuelle, c'est aussi une crise conceptuelle. C'est-à-dire, c'est parce que nous n'avons pas changé de paradigme environnemental, parce que nous pensons encore l'environnement comme ce qui s'oppose à nous, dans lequel nous sommes placés et avec lequel nous avons des relations, que nous sommes au fond bloqués dans notre compréhension de notre présence au monde, qui, à mon sens, n'est pas une présence d'interaction. Je crois que le modèle organisme, milieu, puis des interactions entre ces organismes et ces milieux
peut bien évidemment fonctionner. Des erreurs épistémologiques peuvent fonctionner pendant des siècles, ce n'est pas un souci. Pendant très longtemps, on a fonctionné avec des concepts aberrants du point de vue de l'astronomie, du point de vue de la physique, peu importe. Mais je crois que ce modèle-là ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ce que ce modèle omet, ce qu'il oublie, ce qu'il occulte fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des organismes et de l'autre des environnements, et encore moins des relations entre eux. Il y a une appartenance fondamentale de tout ce qui est et de tout ce qui vit à ce qui l'entoure. Et cette appartenance ne peut pas être pensée sur un modèle dualiste et relationniste. Et donc, que ce soit pour la théorie environnementale, mais même pour la théorie sociologique, celle des milieux, des interactions entre les individus et leurs milieux, comme pour la théorie des ambiances, on va essayer de voir que, à mon sens, il faut se défaire de ce modèle, on pourrait dire, des entités et des relations. Penser sous forme d'entités et de relations. Alors, c'est pourquoi j'appellerais ça écophénoménologie. Ce terme d'écophénoménologie ne veut pas simplement dire que c'est une écologie qui s'écrirait en style phénoménologique. Donc, il ne s'agit pas de reprendre les questions écologiques, par exemple le statut de la nature comme autonomie ou d'autres questions, et de le traiter dans un style phénoménologique. Ça existe. Je connais deux philosophes américains, David Simon, Ted Todvine, qui, depuis une dizaine d'années, font des séminaires d'écophénoménologie. Ce qu'ils appellent en fait écophénoménologie, c'est simplement une interprétation phénoménologique des problèmes écologiques. Mais à mon sens, eux-mêmes, dans leur écophénoménologie, restent tributaires de cette conception hippocratique de l'environnement et des relations qui est dualiste interactionniste. L'écophénoménologie, il ne s'agit pas non plus de dire à la phénoménologie « tu as un nouvel objet, c'est la nature », et donc de faire une phénoménologie de la nature. Ce n'est pas en ce sens-là que je l'entends. Donc c'est ni une écologie de type phénoménologique, ce n'est pas non plus une phénoménologie écologique au sens d'une phénoménologie qui s'intéresserait à la nature. Bien évidemment, la phénoménologie peut le faire, et elle peut d'ailleurs être utile à la pensée écologique. Certains textes de Merleau-Ponty, certains textes d'Heidegger sont continuellement, je dirais, commentés par les penseurs de l'écologie parce qu'ils y trouvent des éléments intéressants pour repenser le rapport à la technique, etc. Très bien. Moi, ce que j'appellerais écophénoménologie, c'est précisément une phénoménologie qui essaie de penser l'oikos, c'est-à-dire ce qui nous entoure, notre maison, on pourrait dire terrestre, sur un mode non dualiste, non interactionniste, que j'appellerais, à la fin de cette intervention, la mersion, ou de l'immersion, si l'on veut. Mais je préfère mersion à immersion. C'est-à-dire, au fond, on verra l'idée que nous sommes d'abord imprégnés originellement par tout ce qui nous entoure avant que de nouer des relations avec ce qui nous entoure. Parce que nouer une relation A présuppose déjà que nous sommes séparés d'eux. Or, nous ne sommes jamais séparés d'eux. Nous sommes toujours imprégnés continuellement par tout ce qui nous entoure. Et malheureusement, je dirais, le langage même, les langues indo-européennes, leur structure grammaticale et syntaxique est fondée sur l'entité, sur la relation. Je veux dire, la phrase la plus simple possible, qu'on vous a appris au lycée lorsqu'on faisait un peu de grammaire, c'est-à-dire la proposition basique S et P, l'arbre est vert, sujet et prédicat, on a déjà une structure analytique, c'est-à-dire une entité, un arbre, et une relation à une qualité qui est le vert. Vous voyez, notre langage lui-même est un langage qui est fondé sur la distinction d'entités et sur l'établissement de relations entre ces entités. Ce que Platon, dans ses dialogues appelés synagogé et diairesis, qu'est-ce que penser? Penser, c'est distinguer des entités, ce qu'il appelait diairesis, séparation, puis c'est relier ces entités par des propriétés communes, synagogé. Donc, on sépare en entités, puis on crée des relations.
Et bien évidemment, nous avons là un modèle très puissant de la pensée occidentale, qui est une pensée de l'entité et de la relation. Penser, c'est analyser, c'est-à-dire décomposer en entités élémentaires, et ensuite renouer des relations entre les entités qui présentent des ressemblances, des relations de causalité. Ensuite, il y a différents types de relations. Il peut y avoir des relations nécessaires, il peut y avoir des relations contingentes, etc. Mais penser, pour nous, c'est d'abord distinguer, diviser, analyser, puis synthétiser, relier. Entité, relation. Et bien évidemment, ce fond grammatical des pensées européennes, indo-européennes, à mon sens, est très certainement un obstacle à la compréhension même de ce qu'est une ambiance. Parce que nous allons voir qu'une ambiance n'est en rien une entité et en rien une relation. De même que notre présence dans un environnement, notre imprégnation par ce qui nous entoure, n'est en rien fondée sur des relations entre des entités distinctes. Donc on a à la fois un obstacle de la théorie de l'environnement hippocratique et à la fois plus profondément une sorte d'inhibition, d'empêchement par la structure même de nos langues qui, alors je sais bien que les philosophes depuis Nietzsche et autres ont tendance à critiquer la grammaire et la structure des langues, mais de fait, il faut bien reconnaître que nous pensons avec un héritage linguistique qui est le nôtre, et nous devons nous débrouiller avec cette grammaire, et parfois, nous pouvons reconnaître que cette grammaire n'est pas tout à fait adaptée à la description de certains phénomènes. Elle peut être adaptée, cette grammaire et cette structure prédicative, bien évidemment pour l'action, pour une certaine forme d'analyse théorique, mais elle peut aussi être un obstacle à la compréhension de certains phénomènes, comme sont les ambiances. Donc, écophénoménologie signifie donc qu'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de milieu, il y a une imprégnation dans ce qui nous entoure et qui nous traverse, et dont nous sommes une partie fondamentale. Nous appartenons à ce que j'appellerais, ou ce que dans le concept d'ambiance, j'appelle l'homogénéité. Il y a une homogénéité première. Je vous rappelle que même biologiquement, nous sommes composés essentiellement d'eau, d'air et d'éléments qui sont communs à quasiment tous les éléments vivants, voire non vivants, de tout ce qui nous entoure. Donc même biologiquement, nous sommes plutôt homogènes à ce qui nous entoure qu'hétérogènes. Bien sûr, il y a un processus d'individuation qui va nous distinguer. Et en un sens, nous verrons que peut-être l'expérience ambientielle est d'une certaine manière une expérience de la désindividuation. Vous connaissez tous cette correspondance fameuse entre Romain Rolland et Freud, où Romain Rolland lui parle d'un sentiment océanique, et où Freud résiste tout de suite en considérant au fond que ce sentiment océanique n'est rien d'autre qu'une régression à un stade du narcissisme primaire, voire à un stade de la désindividuation organique, où l'individu, au fond, fantasmerait sa propre dissolution dans la matière. Parce que, bien évidemment, le freudisme est une pensée analytique, comme son nom l'indique, et donc elle ne peut pas penser ce qui, justement, ne peut pas être distinct et ce qui ne peut pas être fondé sur les relations. Et donc, dans la réticence que Freud a face à cette idée de sentiment océanique de Romain Rolland, j'y vois le symptôme même, pour jouer avec le vocabulaire freudien, d'une résistance à une pensée qui soit une pensée écophénoménologique, c'est-à-dire une pensée de l'appartenance, une pensée de l'imprégnation, une pensée de l'immersion, qui essaie de penser ce qui précède la distinction entre les entités et les relations, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'homogénéité, c'est-à-dire littéralement, nous sommes d'une même race, d'un même génos, que ce qui nous entoure. Et c'est pourquoi ce qui nous entoure, d'ailleurs, nous affecte. Parce que, bien évidemment, en un sens, c'est nous. Alors, venons-en à présent à l'ambiance elle-même. Essayons quand même d'être un petit peu plus précis. Là, j'ai un peu parlé, au fond, d'un programme de recherche écophénoménologique qui serait à la fois une déconstruction du modèle dualiste, interactionniste, organisme-milieu, au profit d'un modèle immersif,
imprégnatif, hein, que j'appellerais presque un modèle balnéaire, hein, d'un bain, hein, nous baignons dans, hein, donc une pensée balnéaire. Pensez d'ailleurs que des élèves de Freud ont eu, je pense à Ferenczi par exemple, hein, psychanalyste très intéressant, son livre Thalassa, et dans quelques textes, dans d'autres textes de Ferenczi, notamment sur l'air, sur ce que nous fait l'air, etc., il y a déjà les pressentiments hein, de ce modèle-là. Hein. Mais laissons ça de côté. Alors venons-en à l'ambiance comme phénomène plus particulier. La difficulté avec les ambiances, c'est que bien évidemment, nous savons ce qu'elles sont lorsque nous les vivons, et en un sens, tout le monde a une compréhension quasi immédiate de la tonalité de la situation dans laquelle il est. Si la situation, son environnement est au fond hostile, amical, serein, grave, indifférent ou autre. Mais bien évidemment, comme beaucoup d'autres phénomènes, il y a une différence entre la compréhension immédiate que nous avons d'un phénomène et le passage à la verbalisation ou à la conceptualisation de ce phénomène. Vous savez, dans le livre 11 des Confessions, hein, passage fameux, Augustin disait, mais bien évidemment, le temps, je sais ce que c'est lorsqu'on ne me pose pas la question, mais bien évidemment, dès qu'on me pose la question de savoir ce qu'est le temps, bah, je m'embrouille et je n'arrive pas à définir ce qu'est véritablement le temps. Je dirais que pour l'ambiance, c'est un petit peu la même chose. Nous avons une compréhension spontanée des ambiances au moment même où nous les vivons. Lorsqu'il s'agit de les aborder comme un objet de réflexion, nous éprouvons quelques difficultés. Pourquoi ? Me semble-t-il, pour différentes raisons que je vais un peu évoquer. Déjà, les ambiances sont des phénomènes que l'on nomme souvent vagues. C'est-à-dire qui n'ont pas de bord défini, de limites assignables. Et donc, il y a une vaguité, hein, j'aime bien ce terme de vaguité hein, pour dire le caractéristique des choses vagues. Hein. Et d'ailleurs, bon, vagum, hein, vacuum, le vide, le vague, l'errant, hein, le vagabond, c'est la même racine. Hein. Le vague, ce n'est pas simplement ce qui est indéfini, c'est aussi, au fond, ce qui se déplace, ce qui est passager, hein, ce qui vagabonde, hein, et qui, donc, ne peut pas être assigné à une place fixe. Bien évidemment, une des premières caractéristiques des ambiances, c'est leur caractère passager. Je viendrai un petit peu plus loin sur la question de savoir s'il y a des ambiances fondamentales. Et notamment en m'appuyant sur des psychiatres comme Binswanger et Minkowski, qui eux-mêmes ont essayé de dégager, au fond, des formes fondamentales d'ambiance, ou même des ambiances qui jouent un rôle fondamental hein, dans nos vies. Les ambiances, donc, n'ont pas de bord, n'ont pas de contour. Ce sont des phénomènes continus qui n'ont pas de limite. Et donc, on ne peut pas, si définir au sens littéral, c'est donner une limite, finis, hein, c'est établir des limites, bien évidemment, il est très difficile de définir une ambiance puisqu'on ne peut pas la limiter à quelque chose qu'elle ne serait pas. Alors, bien évidemment, et dans le livre, je l'ai dit, on peut étudier le passage d'une ambiance à une autre, des transitions d'ambiance, soit des transitions abruptes, soit des transitions douces. Mais ce cas-là ne nous aide assez peu pour définir ce qu'est une ambiance. L'autre difficulté pour appréhender ce qu'est une ambiance, c'est que très souvent, et si on regarde la manière dont les psychologues ou les philosophes depuis une trentaine d'années parlent des ambiances, parce que c'est un terme, ambiance, atmosphère, qui est très présent dans les sciences humaines
de ces 30 dernières années. Tonino Grifero, un philosophe italien qui a écrit une atmosphérologie, a parlé d'un tournant atmosphérique des sciences humaines depuis une trentaine d'années, où la sociologie urbaine, l'esthétique, la psychiatrie, d'autres disciplines dans les sciences sociales, voire dans les sciences naturelles, utilisent beaucoup ce terme d'atmosphère, de sorte que Grifero a parlé d'un tournant atmosphérique, comme si, au fond, on a eu une période structuraliste, une période de philosophie du désir ou de théorie du désir, etc. Et puis là, on serait dans un moment, au fond, atmosphérique ou ambientiel. Et il suffit de regarder, d'ailleurs, la pléthore de revues, d'articles, surtout dans le monde anglo-saxon, consacrés aux atmosphères, aux ambiances. J'en ai sorti, j'en ai plein, là, tous les 15 jours ou tous les mois, vous avez une revue qui consacre une étude aux ambiances, aux atmosphères. D'ailleurs, il y a même un centre d'études des ambiances urbaines en France, au Cresson, à Grenoble, etc. Si on regarde un peu ce que ces gens disent des ambiances, je dirais que il y a pour eux deux possibilités. Qu'est-ce qu'une ambiance? La manière, je dirais, la plus simple, sans doute la plus populaire et immédiate de comprendre l'ambiance, c'est de dire, au fond, nous sommes dans des lieux, dans des situations qui provoquent en nous des émotions particulières, et ces émotions particulières, nous les ressentons dans des lieux ou dans des situations. Et on nommerait donc ambiance un affect lié à un espace donné, à une situation donnée. Dans ce cas-là, au fond, très souvent, ces approches des ambiances vont distinguer deux éléments. D'un côté, un élément objectif, un lieu, une situation, des gens, par exemple, dans cette situation, des lumières, de la musique, que sais-je encore, des odeurs. Et puis, ils vont distinguer un sujet sensible qui ressent des affects, et l'ambiance, au fond, ce serait un peu la combinaison des deux. Soit le sujet projette son affect dans le lieu, donc on aurait soit une théorie projective, que Grifero d'ailleurs critique longuement, et à mon sens à juste titre, soit on aurait un modèle plus subtil qui serait de dire une ambiance, c'est pas simplement le fait qu'au lieu d'éprouver le sentiment en moi, j'extériorise ce sentiment et je le plaque sur un environnement. Et donc je ressens l'ambiance, je ne sais pas, si je retourne dans mon village natal, je vais ressentir une certaine ambiance, mais je peux bien évidemment ressentir des ambiances dans des lieux que je n'ai jamais fréquentés. Par exemple, lorsque je voyage, j'arrive, on est tous, je suppose que vous avez beaucoup voyagé, depuis un an c'est un peu moins le cas, mais on est tous arrivés souvent dans une ville à 2 heures du matin à chercher son hôtel, etc. Je me rappelle une traversée de Phnom Penh à 2 heures du matin, comme ça en tuk-tuk. C'est une ambiance particulière, bien évidemment. Et puis Phnom Penh au matin, c'est notre ambiance, etc. Dans ce cas-là, est-ce que l'ambiance que je ressentais était-elle une caractéristique objective du lieu, Phnom Penh à 2 heures du matin, ou simplement la manière dont je projetais ce lieu, que je projetais sur ce lieu? Donc, me semble-t-il, très souvent, on a deux thèses, la thèse projective et puis une thèse plus subtile qui serait de dire, au fond, une ambiance, ce n'est pas vraiment quelque chose d'objectif, ce n'est pas vraiment quelque chose de subjectif, c'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux. C'est un phénomène ambigu, comme dit Gernot Böhm, comme dit Grifero, qui mêle à la fois des éléments objectifs et des éléments subjectifs. Mais, que ce soit le modèle projectif ou le modèle, on pourrait dire, chiasmatique du mélange, ou que dans le livre, j'appelle le modèle crasique, la crasis en grec, c'est un mélange. Donc le modèle crasique, donc c'est un peu objectif, un peu subjectif. Ces deux modèles
sont quand même des modèles dualistes, sont quand même des modèles qui distinguent d'un côté des éléments objectifs et de l'autre des sujets sentants, affectés, qui ressentent des émotions de plaisir, de peine, d'angoisse, de sérénité, de familiarité, peu importe. Et l'ambiance serait, au fond, la rencontre entre un ici et maintenant ou une situation, c'est pour ça que je parle de beaucoup de situations dans le livre, la rencontre entre une situation et un sujet affecté. À mon sens, là encore, je crois que ce double modèle projectif et crasique ne fonctionne pas vraiment. Ne fonctionne pas vraiment. Et je crois que lorsque nous ressentons une ambiance, dans la manière même dont nous la ressentons, il n'y a rien d'une projection et il n'y a rien d'une synthèse. Quand je ressens l'ambiance étrange de Phnom Penh à 2 heures du matin, ce que je ressens n'est pas, au fond, le mélange entre des éléments objectifs et un vécu intérieur. Ce que je ressens, c'est tout autre chose. Ce que je ressens, à mon sens, c'est une affectivité qui précède, au fond, l'affectivité des sentiments, qui est une affectivité subjective et intériorisée. Là, j'accède à un niveau affectif qui me semble beaucoup plus profond que l'affectivité sentimentale, qui est toujours intentionnelle. Pour comprendre cela, je crois qu'il faut en venir à la vie affective. Parce que l'ambiance est un phénomène affectif. Il n'y a pas d'ambiance qui ne soit pas affective. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambiance qui ne soit pas marquée par des variations du plaisir et de la peine. Toute ambiance a une expressivité affective. Toute ambiance est plaisante, dérangeante, inquiétante, rassurante, etc. C'est-à-dire, l'ambiance n'est pas un phénomène théorique, ce n'est pas un phénomène pratique, c'est un phénomène affectif parce que, au fond, ce qui est exprimé dans une ambiance relève toujours du plaisir et de la peine. Sauf que l'affectivité de l'ambiance est une affectivité particulière. Pour comprendre cette affectivité particulière, je distinguerai 3 formes d'affectivité. Distinction qui est plutôt analytique, parce que bien évidemment, dans la manière dont nous vivons nos affects, ces 3 formes peuvent se retrouver dans un affect. Mais je crois, à mon sens, qu'il faut, quand on parle d'affectivité, et Dieu sait si Griffero parlait d'un tournant atmosphérique des sciences humaines, on pourrait aussi parler d'un tournant affectif des sciences humaines, puisque même les sciences cognitives, depuis 30 ans, ne cessent de s'intéresser à la vie affective qu'elles avaient totalement délaissée pendant, au fond, si on considère que les sciences cognitives sont la forme récente de la psychologie expérimentale du 19e siècle, bon, s'intéressait pas vraiment à l'affectivité. Enfin, Wundt faisait des expériences sur les affects, mais ce n'est pas l'affectivité qui l'intéressait, c'était des différences d'intensité, etc. Donc, on a aussi un tournant affectif. Mais, me semble-t-il, là encore, lorsqu'on parle d'affectivité, de quoi parle-t-on exactement? Je crois qu'il faut distinguer 3 formes qui peuvent être reliées, mais différentes. D'abord, ce que j'appellerais l'affectivité organique. L'affectivité organique. C'est-à-dire un ensemble d'affects, de plaisir et de peine qui sont immédiatement ressentis dans notre corps. Et cette affectivité n'est pas intentionnelle, elle n'a pas d'objet, elle n'est pas dirigée vers quelque chose, et elle n'est pas liée nécessairement à ce qui nous entoure. En tout cas, dans la manière dont elle est ressentie. Cette affectivité organique, c'est donc un ensemble de sentiments internes qui peuvent d'ailleurs se mêler à des sentiments de mouvement, à des kinesthèses. Et donc, d'ailleurs, dès le 19e siècle, beaucoup de penseurs se sont intéressés à cette affectivité organique, aux coenesthèses, etc., à ces sentiments un peu difficiles à décrire, qui
au fond, constitue la base de notre vie affective. Lorsqu'on demande à quelqu'un comment vas-tu, bah, la plupart du temps, il fait référence à cela, c'est-à-dire au fond à cet équilibre organique qu'il ressent dès qu'il se lève, qui en quelque sorte peut varier bien évidemment dans la journée. La deuxième forme de l'affectivité, qui peut être liée bien évidemment à la première, c'est ce que j'appellerais l'affectivité intentionnelle, c'est-à-dire celle qui est liée à un objet. Ce n'est pas simplement éprouver de plaisir et de la peine en soi-même, c'est éprouver du plaisir et de la peine à quelque chose, lié à quelque chose, à une personne, à un événement, à une parole. Si quelqu'un a dit quelque chose, ben ça va nous plaire ou nous déplaire, etc. Cette affectivité, elle relève de l'intentionnalité au sens de Husserl, c'est-à-dire au sens de l'orientation vers un quelque chose. Elle est toujours orientée vers. C'est au fond ce qu'on appelle des sentiments d'amour et de haine, de colère, de jalousie, etc. Tout sentiment est le sentiment d'un état de choses qui est jugé par ce sentiment. Le sentiment, d'ailleurs, est assez proche d'un jugement, c'est-à-dire que, bon, il y a des états de choses dans le monde, des événements, des personnes, des lieux, des animaux, peu importe, hein, qui provoquent en nous du plaisir et de la peine. Et lorsque j'aime quelqu'un ou lorsque j'apprécie quelque chose, j'apprécie quelqu'un à propos de quelque chose, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Donc cette affectivité, à la différence de l'affectivité organique, elle est intentionnelle et donc elle est orientée en dehors de mon organisme. Elle renvoie à... Alors bien sûr, je peux aussi aimer mon corps, ça c'est un autre problème. Hein. Bon, je peux bien évidemment retourner cette sentimentalité vers l'organique, mais bon, le plus souvent, cette sentimentalité intentionnelle, elle est une sentimentalité tournée vers le monde et au fond, c'est celle que Husserl étudie. Lorsqu'il s'intéresse à l'affectivité, c'est l'affectivité intentionnelle qui l'intéresse. Et à mon sens, c'est celle qui est continuellement mise en œuvre dans la psychanalyse freudienne. C'est l'affectivité intentionnelle au sens où, ou notamment lacanienne, hein, au sens où, au fond, c'est toujours l'objet de, hein, qui est en relation avec mon affect. Et puis, ces relations très complexes, hein, de relation à l'objet du sentiment, de l'affect, car même si l'affect se donne sous une forme organique, pour Freud, en fait, il a un objet ignoré. C'est une représentation. En tant que représentation, il est intentionnel, sauf que l'objet de cette représentation intentionnelle est ignoré par le sujet. Mais il me semble que l'affectivité que décrit Freud est essentiellement une affectivité intentionnelle et d'ailleurs pulsionnelle, parce que la pulsion est le mode de la relation à, sous une forme peu claire, obscure, etc. Et puis, il y a une troisième forme d'affectivité que j'appellerais justement l'affectivité ambientielle ou l'affectivité tonale, des tonalités affectives. À la différence de l'affectivité intentionnelle, elle n'a pas d'objet. Elle n'a pas d'objet. Une ambiance n'a pas d'objet. Une ambiance est elle-même ce qu'elle est. Il n'y a pas l'ambiance de quelque chose. Quand je ressens une ambiance, je ressens une tonalité affective qui est l'ensemble du contenu de ce que je ressens. Je ne suis pas dirigé vers quelque chose. Il n'y a pas d'orientation vers un objet. Mais à la différence de l'affectivité organique, l'ambiance n'est pas une affectivité qui ne serait liée qu'à des mouvements corporels internes, qu'à des mouvements organiques internes, c'est-à-dire à des variations, ce que Kant appelait le sentiment de vie, qui étaient des variations de plaisir et de peine dans mon corps. Bien évidemment, toute ambiance est liée à ce qui m'entoure. Donc, elle ne peut pas être réduite à l'affectivité organique. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, dans toute expérience émotionnelle, il se peut que les trois soient combinés. Bien évidemment, l'ambiance elle-même peut être contemporaine d'un affect organique et même être liée à une affectivité intentionnelle lorsqu'il s'agit précisément de faire de l'ambiance un objet. J'en parle dans la dernière partie du livre, ce que j'appelle la fabrique des ambiances. Nous ne sommes pas simplement des sujets qui vivons dans des ambiances, nous sommes des sujets qui voulons contrôler les ambiances dans lesquelles ils vivent. Lorsque vous choisissez un lieu de vie, lorsque vous décorez votre appartement,
Même à l'hôpital, vous connaissez tous ces effets des ambiances et la manière de contrôler les ambiances dans l'accueil des patients, etc. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, vous avez une relation intentionnelle avec l'ambiance. Vous faites de l'ambiance un objet que vous essayez de modifier, de contrôler, de maîtriser en modifiant tel ou tel paramètre parce que bon, vous considérez que vous recherchez un certain objet ambientiel à produire et vous essayez de le produire de manière intentionnelle. Donc, les trois peuvent être combinés, bien évidemment. Mais je crois que pour la clarté de l'analyse des ambiances, il faut distinguer l'affectivité organique de l'affectivité intentionnelle et de l'affectivité tonale. Au fond, une ambiance, c'est un affect qui n'est pas interne, comme un affect organique, et qui n'est pas intentionnel, comme un sentiment. Donc c'est un affect cosmique, si l'on veut, hein, qui nous entoure, et c'est un affect sans objet. Alors, dans quelles conditions rencontrons-nous des ambiances? À présent que nous avons un petit peu éclairci la phénoménalité de l'ambiance, comme affectivité tonale non intentionnelle et non organique, revenons à notre expérience immédiate des ambiances. Au fond, lorsque nous ressentons une ambiance, nous ressentons une tonalité affective liée à un lieu et à un moment donné. Ce que j'appellerais un air. C'est-à-dire, au fond, le terme en français air est polysémique. Hein, air qui ne renvoie pas à quelque chose d'aérien, mais au fond, à une expression, si vous voulez. Donc on dit l'air d'une personne, hein, le drôle d'air qu'il a, c'est son expressivité. Je crois qu'une ambiance, ce n'est rien d'autre que la marque expressive des situations. Toutes les situations dans lesquelles nous sommes, qui changent, possèdent une marque expressive. Que l'on peut appeler d'ailleurs, Jean Audin parlait du pragmatisme, que John Dewey appelle les premières impressions, hein, ou Peirce, on retrouve dans la tradition pragmatiste cette idée des premières impressions, hein, des impressions d'ensemble. Encore une fois, lorsque vous arrivez dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, il y a une impression d'ensemble qui se constitue et qui, en sens, est ambientielle ou atmosphérique. Donc, ce que nous saisissons, ce que nous comprenons immédiatement, ce sont des airs. C'est-à-dire, au fond, une qualité expressive d'un lieu, d'un moment, qui nous enveloppe et nous pénètre. Alors, je vais insister un peu sur ces deux termes que j'ai repris à Minkowski, hein, cette dualité de l'enveloppement et de la pénétration. L'enveloppement, ça veut dire au fond que les situations ne sont pas simplement des circonstances objectives qui nous entourent. Les situations, ce n'est pas un ensemble de paramètres qui sont là. Non, les situations, c'est d'abord une présence affective qui nous imprègne, qui nous enveloppe. Et qui nous enveloppe de partout. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'une ambiance est plus à droite qu'à gauche, devant, derrière, etc. Le mode spatial de l'ambiance, c'est l'ubiquité. Elle est partout. C'est une sorte d'enveloppement qui n'a pas de limite. Mais l'ambiance n'est pas simplement ce qui nous entoure. L'ambiance, c'est aussi ce qui nous traverse, ce qui nous pénètre. D'où on retrouve cette homogénéité dont j'avais parlé. Ce qui est caractéristique dans l'ambiance, par exemple d'une ambiance triste, c'est que la tristesse, elle n'est pas plus en moi qu'en dehors de moi. C'est que la tristesse, elle m'enveloppe et me pénètre comme une sorte, au fond, d'océan de tristesse auquel nous appartenons, le lieu et moi, ou le lieu et la situation, ou la situation et moi, au même moment. Il n'y a pas, encore une fois, de partage, de partenance. Il y a une appartenance, au contraire. Il faut penser une appartenance comme préalable à toute partition, à toute partenance. Et c'est ça que l'ambiance nous fait ressentir. Contre, au fond, la logique dualiste de notre langue et de notre tradition théorique depuis les Grecs.
Donc, lorsque nous ressentons une ambiance, au fond, nous ressentons cet enveloppement-pénétration qui fait que c'est à la fois autour de moi et en moi. C'est-à-dire, ça remet en cause la distinction du dedans et du dehors, l'ambiance. C'est pour ça que je ne peux pas tellement dire que l'ambiance, est-ce que c'est moi qui suis triste ou le moment que je vis qui est triste? Je ne peux même pas dire les deux. C'est il y a une sorte de esgipt, comme disent les phénoménologues, il y a la tristesse. Voilà. Ce n'est pas plus un vécu intérieur qu'une caractéristique objective de ce qui m'entoure. C'est une présence ou une prégnance affective du moment. Notre capacité de ressentir, de comprendre les ambiances, je l'appellerai, en reprenant un terme qu'utilise Tellenbach dans Goût et atmosphère, le flair. Le flair. Nous avons, au fond, une intelligence immédiate des ambiances qui est le flair. Lorsque nous flairons, mais littéralement, j'ai envie de dire, alors bien évidemment, nous n'allons pas flairer une personne, nous n'allons pas flairer un lieu, mais en fait, on le fait discrètement et à distance. Le flair, au fond, c'est la compréhension ambientielle immédiate que nous avons continuellement et qui nous aide d'ailleurs très souvent dans des situations pratiques. Pourquoi, lorsque vous rentrez le soir très tard, enfin, exemple un petit peu anachronique, mais enfin, chez vous, pourquoi vous prenez telle rue, non pas telle autre rue? Pourquoi vous décidez de rentrer dans tel bar et non pas tel autre bar? Vous vous basez sur votre flair ambientiel qui ressent que dans ce lieu est plutôt accueillant, ce lieu est plutôt ceci, ce lieu est plutôt inquiétant, etc. Et donc, cette compréhension flairante de l'environnement est quelque chose que nous possédons. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore travaillé la question, mais à mon sens, cette capacité atmosphérique ou ambientielle n'est pas le propre des êtres humains. Je pense que, bien évidemment, d'ailleurs, j'ai un étudiant, je faisais un séminaire sur ces questions, qui m'a envoyé une sorte de petit travail que je n'ai pas eu le temps de le lire, parce que je l'ai reçu en début de semaine, sur justement le flair territorial des animaux. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose qui relèverait aussi d'une forme de compréhension ambientielle. Il suffit de voir mon chat dans l'appartement, comment il est sensible aux odeurs, aux bruits, à différents éléments, la lumière un peu moins, mais surtout le bruit et les odeurs, et comment il s'oriente dans le monde en fonction, et comment certaines odeurs sont pour lui immédiatement vécues comme agressives et d'autres plutôt rassurantes. Donc, nous avons un flair ambientiel qui essaie de nous orienter dans le monde. Parce que, bien évidemment, même si les ambiances n'ont pas d'emblée une valeur pratique, et j'ai plutôt tendance à dire que notre conscience pratique recouvre plutôt notre conscience ambientielle, c'est parce que continuellement, nous sommes des êtres de projet, des êtres orientés vers des soucis, des choses à faire, une certaine attention à la vie, que cette orientation pratique a tendance à masquer notre présence et notre prégnance ambientielle, de sorte que lorsque cette vie pratique s'estompe, par exemple dans des moments de loisirs ou des moments de contemplation, nous avons un retour de l'ambientialité du monde dans lequel nous sommes. Et en ce sens-là, ce n'est pas tout à fait un hasard si l'expérience esthétique, et notamment artistique, je dirais, est un travail ambientiel, puisque bien évidemment, dans la création artistique, cette relation pratique du souci ou de l'intérêt est d'une certaine manière mise entre parenthèses au profit de la restitution des ambiances. Regardez le travail de Cézanne ou d'autres, ou même tous les travaux contemporains d'installation, Olafson ou d'autres, ou je ne sais pas moi, Pierre-Damien Huyghe par exemple, etc. Bon, c'est un travail essentiellement de description ambientielle, de restitution d'ambiance. D'ailleurs, toute la fascination des artistes du land art pour les lieux, pour les espaces, etc. Donc là, on a, bien évidemment, à partir du moment où notre relation pratique au monde, notamment au futur,
cette relation projective au futur s'efface, je dirais que le sentiment océanique de ce qui nous entoure reparaît. Mais on peut très bien combiner les deux, c'est-à-dire que très souvent, dans un projet pratique, nous utilisons l'ambiance comme une source d'information en fonction de ce projet pratique. Bien évidemment, lorsque je souhaite faire ceci ou cela, je peux utiliser mon flair ambientiel comme une source qui va m'informer sur la nature de ce lieu, la nature de ces personnes, parce que pour Tellenbach, bien évidemment, la grande source de rayonnement atmosphérique, ce sont les personnes, plus que les lieux d'ailleurs. Donc je peux utiliser cette connaissance atmosphérique dans un projet pratique et très souvent d'ailleurs, les premières impressions sont des impressions qui vont déterminer une certaine action. Donc il n'y a pas d'un côté, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que l'homme des ambiances n'est pas simplement celui qui, au fond, ne fait rien et s'imprègne de ce qui l'entoure sans agir. On peut agir avec des ambiances et dans des ambiances, et nous le verrons, c'est le dernier point que j'aborderai, les ambiances nous font agir. Les ambiances sont essentiellement des actions, et il y a ce que j'appelle un agir ambientiel, qui est constitutif même de notre rapport au groupe humain et aux autres. Je fais une petite pause. Alors reprenons. Je vais revenir à cette relation sujet-objet. Au fond, lorsque nous flairons une ambiance, lorsque nous ressentons une ambiance, je l'ai dit, nous ne ressentons pas d'un côté des éléments objectifs, de l'autre côté des éléments subjectifs, ni même une hypothétique synthèse. Vous savez que, par exemple, Merleau-Ponty et d'autres ont longuement critiqué la psychologie associationniste pour expliquer le flux des idées ou des sentiments, pour une raison phénoménologique évidente, c'est que je ne perçois pas l'association. Ce que je ressens, c'est tel ou tel sentiment, telle ou telle idée, mais je ne ressens pas l'association d'une idée à une autre. Alors, les idées, certes, s'écoulent, se transforment, etc., mais l'un des arguments de Merleau-Ponty contre la théorie associationniste, c'est à la fois son atomisme psychologique, son élémentarisme, croire que le flux de pensée, le flux du vécu soit au fond constitué d'entités distinctes qu'on nommerait des vécus, des idées, etc. Et puis aussi que ce flux du vécu soit constitué de relations entre ces vécus. Vous voyez, on retrouverait là notre critique éco-phénoménologique des entités, des relations appliquées au champ de la psyché. Donc, parce que nous ne ressentons pas les associations, nous n'avons pas besoin d'utiliser un concept qui ne correspond à rien de l'expérience que nous vivons en première personne. Il y a une sorte de rasoir d'Occam phénoménologique. Si nous n'éprouvons pas une chose telle que nous l'éprouvons, alors nous ne devons pas la décrire à partir de concepts étrangers à la chose que nous décrivons. Donc pour la même raison, lorsque nous ressentons une ambiance, puisque nous ne ressentons pas ni des qualités objectives ni des vécus internes, encore moins la relation entre les deux. Pourquoi, diable, construire des modèles théoriques qui reposent encore sur cette dualité et sur cette relation? Mon travail, c'est justement d'essayer de trouver un concept d'ambiance qui soit un concept qui émane de l'expérience phénoménale même des ambiances et qui ne soit pas un concept dualiste ou interactionniste qui se plaque sur cette expérience des ambiances en disant quelque chose qui n'est jamais éprouvé dans l'ambiance elle-même, qui ne se manifeste jamais dans le phénomène de l'ambiance lui-même, à savoir la dualité et la relation, encore moins le mélange. Alors comment, si ce n'est pas des éléments subjectifs, si ce n'est pas des éléments objectifs, si ce n'est pas la combinaison des deux, qu'est-ce qu'une ambiance ou que sont les ambiances?
dans le concept d'ambiance, je fais l'hypothèse que, au fond, les ambiances sont... Alors, je vais d'abord faire l'analogie, ensuite, sont en quelque sorte comme des gestalts, comme des figures expressives, mais non pas des choses, mais des situations. Ce sont, au fond, la psychologie de la gestalt, c'est limité au champ de la perception, globalement, à part une ou deux exceptions, hein, mais globalement, elle s'est intéressée essentiellement au champ de la perception. Et la gestalt serait une qualité perceptive particulière qui ferait que, comme vous le savez, nous percevons d'abord des totalités expressives avant de percevoir des éléments distincts, etc. Ben, je crois que les ambiances, ce sont des gestalts affectives. C'est-à-dire des gestalts qui ne sont pas des propriétés choses-ales ou perceptives, mais des gestalts affectives des situations dans lesquelles nous sommes. D'ailleurs, dans le concept d'ambiance, je cite Kafka et Wertheimer, deux grands psychologues de la Gestalt, qui, dans les principes d'ailleurs de la Gestalt psychologie de Kafka, il emploie le terme d'atmosphère et il décrit ce qu'est une atmosphère. Mais puis, ensuite, il passe à autre chose. Au fond, il découvre quelque chose, comme très souvent dans l'histoire de la pensée, quelqu'un découvre quelque chose et au moment même où il le découvre, il le recouvre. Il passe à autre chose. Parce que, encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est la perception et non pas l'affectivité. Alors, si le terme de gestalt affective est peut-être troublant, parce que gestalt, c'est une figure, et bien évidemment, l'ambiance n'a pas de figure. Hein, donc, l'ambiance relève plutôt du fond que de la forme, hein, si l'on veut. J'emploierai l'idée plutôt d'expressivité. Au fond, les ambiances ont cette propriété d'être immédiatement expressives. Là encore, pour employer ce terme d'expressivité, encore faut-il clarifier ce qu'on entend par expression. Par expressivité, je voudrais dire que, par exemple, Phnom Penh à 2 heures du matin, après 12 heures d'avion, dans une ville vide sur un tuk-tuk, c'est immédiatement expressif. Il y a une expressivité propre à cet ici et maintenant particulier. Donc c'est une sorte de gestalt affective du moment, de la situation, qui pourrait changer, bien évidemment, qui pourrait changer. Si on a un accident, si il peut se passer, si tout d'un coup il y avait une procession de jeunes moines bouddhistes, etc., ça donnerait une autre tonalité affective. Les ambiances sont toujours changeantes, hein, bien évidemment. Mais c'est une expressivité du moment. Ce terme d'expressivité réclame quand même une précision. Parce que traditionnellement, quand nous parlons d'expression, nous concevons plusieurs choses. D'abord, il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Ce quelque chose qui veut s'exprimer utilise un médium pour s'exprimer. Et ensuite, on a, au fond, celui qui reçoit, interprète l'expression de celui qui s'est exprimé. Donc, je dirais que le modèle de l'expression, en fait, est un modèle qui implique de distinguer entre quelque chose qui précède l'expression, un pré-expressif. Ce qui précède l'expression veut s'exprimer et il va s'exprimer à travers une expression qui va être d'ailleurs plus ou moins conforme à ce qu'il veut exprimer. Et ensuite, cette expression sera reçue par un observateur qui va interpréter cette expression. Replacé par exemple dans la théorie des expressions au XVIIe siècle, hein, ou même dans la physiognomonie du début, de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle, on a donc quelque chose qui veut s'exprimer, par exemple la vie ou l'esprit,
qui n'est pas directement visible, qui ne s'exprime pas directement. Ce pré-expressif invisible, la vie ou l'esprit, s'exprime à travers un médium, le corps, le visage, les gestes, que sais-je encore, les formes animales, les formes végétales pour la vie. Et puis ensuite, nous avons des observateurs qui reçoivent ces expressions, les interprètent et s'orientent en fonction de ces expressions. Je vais laisser de côté l'observateur, je vais m'intéresser plutôt à la relation entre ce qui s'exprime et l'expression elle-même. Je crois que la théorie de l'expression est une théorie fondamentalement dualiste. C'est-à-dire, au fond, et même cartésienne, dans son dualisme de l'esprit et du corps. Les théories classiques de l'expression, au fond, font toujours la distinction entre un élément préexpressif, invisible, et une corporéité dans laquelle cet élément expressif, que cet élément préexpressif utilise pour s'exprimer lui-même. D'où le grand problème de l'expression que vous retrouvez, que ce soit en théorie de la littérature ou en théorie de la philosophie. Est-ce que l'exprimer reflète véritablement ce que le sujet a voulu exprimer à travers son expression? Puisque bien évidemment, le médium qu'il va utiliser peut être à la fois une traduction, mais aussi une trahison de ce qu'il voulait exprimer. Et donc, depuis 25 siècles, nous sommes toujours en train de nous demander si les expressions sont fidèles à ce qui voulait être exprimé par le sujet que nous antéposons avant l'expression et que nous présupposons voulant exprimer quelque chose. Et donc, nous nous demandons toujours si l'expression est plus ou moins transparente ou opaque, fidèle ou infidèle à ce qu'il voulait dire. Mais dans tous les cas, nous avons toujours un pré-expressif qui n'apparaît jamais. Parce que si, bien évidemment, il apparaissait directement, il n'y aurait plus d'expression. Il n'y aurait plus besoin de l'expression. L'expression présuppose toujours qu'il y a une inhibition première, qu'il y a un empêchement premier. C'est parce que la vie ou l'esprit ne se manifeste pas directement qu'il ne peut se manifester qu'à travers l'autre que soi. Par exemple, chez Hegel, la matière, etc., le corps, la nature. Et donc, il va se manifester à travers l'autre que soi. Et ce que nous appelons expression, c'est au fond des éléments, des images, des expressions faciales, des gestes, etc., des signes, par exemple, des mots, qui sont censés exprimer quelque chose qui préexiste à cette expression matérielle. Quand je parle d'expression pour les ambiances, j'entends tout autre chose. Tout autre chose. J'entends plutôt ce que Erwin Strauss appelle une expression de soi, c'est-à-dire une expression immédiate de soi, ce que j'appellerais, pour la distinguer de l'expression classique, ce que j'appellerais expressivité, c'est-à-dire une expressivité si originelle et immédiate qu'il n'y a pas besoin de la transcrire, de la transposer dans quelque chose d'autre. L'ambiance exprime ce qu'elle est au moment où elle n'est pas l'expression de quelque chose d'autre. Si l'ambiance s'exprime comme triste ou comme sereine, elle est la sérénité ou la tristesse de ce moment. Alors après, on peut, si l'on veut, d'un point de vue symbolique, les étudier et les interpréter, mais l'écophénoménologie des ambiances n'est absolument pas une herméneutique. L'herméneutique repose sur le modèle classique de l'expression, où il y aurait du pré-expressif et de l'exprimé. Je crois d'ailleurs que ce modèle est un modèle labyrinthique, hein, et que si nous voulons vraiment nous défaire du dualisme, alors nous devons aussi nous défaire de ce modèle de l'expression, au profit d'une expressivité si originelle qu'au fond, elle n'est l'expression de rien, si ce n'est d'elle-même. Si ce n'est d'elle-même. Puisque rien ne préexiste à ce qui est exprimé. Or, les ambiances sont essentiellement, me semble-t-il, des expressions immédiates des situations. D'ailleurs, dans le livre, j'insiste beaucoup sur ce thème de l'immédiateté
qui a souvent été d'ailleurs critiqué par la philosophie au profit de la médiation. Et je dirais d'ailleurs que depuis 2 siècles, nous avons une culture théorique de la médiation, du processus. C'est-à-dire pour nous, tout ce qui est toujours le résultat de médiation, qu'elle soit d'ailleurs consciente ou inconsciente. C'est d'ailleurs un trait caractéristique à la fois de la pensée marxiste, de la pensée freudienne, de la pensée structurale, etc. Nous considérons que ce qui est donné dans l'expérience est toujours le produit de processus de médiation, soit de la médiation psychique, soit de la médiation sociale, soit des médiations symboliques, anthropologiques qui nous échappent, mais qu'il n'y a pas d'immédiat, que l'immédiat est un mythe et que ce qui est immédiat n'est en fait que de la médiation cachée. Ben, je crois que l'ambiance, c'est, contrairement à ce modèle de la médiation, l'ambiance, c'est de l'immédiat, que nous vivons des choses qui sont immédiates et que nous n'avons pas besoin de les déconstruire à travers des systèmes de médiation très savants qui, au fond, ne nous disent rien de la manière dont l'ambiance apparaît comme phénomène. L'ambiance, c'est une expressivité immédiate. Elle a des variations, elle a des changements d'espace, des changements de temporalité. L'immédiateté ne veut pas dire l'uniformité. Au contraire, il y a des modulations. Dans le livre, je m'intéresse aux modulations temporelles, aux modulations spatiales des ambiances, mais ce sont des phénomènes immédiats. Or, je crois que depuis 2 siècles, depuis Hegel, au fond, nous avons un préjugé contre l'immédiat. Et pour nous, le summum de l'analyse, c'est la construction par des médiations. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va dire « ceci est une donnée », alors on va contester l'idée que c'est un donné. On va dire « non, ce n'est pas un donné, c'est donné dans un certain contexte, le contexte est construit, donc le donné est construit, etc. » Je dirais que nous avons une pensée processuelle. C'est-à-dire nous pensons que tout est le résultat de processus, c'est-à-dire de médiation qui, au fait qu'il n'y a pas de données, il n'y a que des faits, c'est-à-dire des choses construites. Nous avons une pensée constructiviste, dans le champ social, comme dans le champ psychique, comme dans le champ philosophique, etc. Pourquoi ? Parce que nous croyons que l'immédiateté n'existe pas, est une illusion de l'expérience. Or, il me semble que dans mon expérience, il y a beaucoup de choses que j'éprouve comme immédiates parce qu'elles sont immédiates. Si la phénoménologie, c'est la description en première personne des phénomènes tels qu'ils se donnent, si nous devons être fidèles à la phénoménalité telle qu'elle se donne, alors nous devons être fidèles à la phénoménalité des ambiances. Si les ambiances se donnent comme immédiates, non subjectives et non objectives, je ne vois pas pourquoi nous construirions des modèles théoriques qui dénieraient la phénoménalité même de ces phénomènes au nom d'une intelligence de la construction et de la médiation qui, sans doute, est très savante, sans doute très élaborée, mais qui, pour moi, n'ajoute rien à la compréhension immédiate de ce qu'est une ambiance. D'où le fait qu'il faut construire, bien évidemment, un concept d'ambiance, mais à partir de l'expérience immédiate des ambiances, non pas à partir de paradigmes dualistes, projectifs, processualistes, associationnistes ou autres. Je regarde le temps. Je vais arriver rapidement à ma conclusion pour laisser quand même un certain temps à la discussion à la fin de cette intervention. J'avais évoqué au début de l'intervention la distinction possible entre des ambiances fondamentales et des ambiances passagères. Pour l'instant, j'ai plutôt parlé des ambiances passagères au sens où j'ai dit que les ambiances vont et viennent, se modulent dans le temps et dans l'espace, et bien évidemment, l'ambiance par exemple, là vous êtes dans un contexte plutôt de travail, et puis bien évidemment, l'ambiance sera différente si, d'ailleurs même dans votre espace, je dirais, domestique, il y a différentes ambiances. L'ambiance d'une chambre n'est pas l'ambiance d'un salon, qui n'est pas l'ambiance d'une cuisine. Vous avez tous fait l'expérience qu'il y a des choses qu'on peut se dire dans la cuisine, qu'on ne se dirait pas dans une chambre, qu'on ne se dirait pas dans un salon, etc. Pourquoi ? Parce que là encore une fois, les ambiances nous font, nous modifient.
ont une influence sur nous et nous font faire des choses ou nous font dire des choses que l'on ne dirait pas dans une ambiance différente. Donc les ambiances se modulent à travers les espaces et le temps, varient et changent. Y a-t-il pour autant des ambiances qui seraient, elles, fondamentales? C'est-à-dire des ambiances qui constitueraient, non pas font ces phénomènes passagers, peut-être superficiels, dans lesquels nous vivons, dans les rues, dans les espaces commerciaux, ludiques, dans les espaces professionnels, dans les espaces familiaux, etc. Pourrait-on découvrir sous cette variation des ambiances plus fondamentales? D'ailleurs, dans le travail sur la quotidienneté, c'était ce à quoi je m'étais attelé, puisque l'un des aspects de cette phénoménologie du quotidien était de dire que très certainement l'un des acquis fondamentaux de ce que j'avais appelé la quotidianisation, c'était de produire de la familiarité. Or, la familiarité, c'est typiquement une ambiance. Typiquement une ambiance. Par familiarité, il fallait entendre à la fois quelque chose qui relève de la sécurité, quelque chose qui relève aussi de la proximité, et quelque chose qui relève d'une compréhension immédiate, du bien connu, quelque chose qui n'a pas besoin. Au fond, le familier, c'est le non problématique. C'est ce qui relève de l'évidence naturelle, qui relève quelque chose que je sais et que je n'ai pas besoin de réapprendre continuellement. Et vous savez que Blankenburg, dans la perte de l'évidence naturelle, a montré que l'un des symptômes qu'il étudie chez sa patiente, c'est précisément cette perte de la familiarité où tout devient problématique. Même des phénomènes qui, pour nous, nous semblent anodins. Je ne me rappelle plus le cas qu'il étudiait, où cette jeune fille est incapable d'ouvrir une porte, non pas parce que, bien évidemment, elle ne sait pas ce qu'est une porte, non pas parce qu'elle ignore le mécanisme d'ouvrir une porte, donc elle n'a pas de difficulté musculaire ni de difficulté de compréhension pour ouvrir une porte, mais au fond, il y a dans ce simple geste qui pour nous est familier et évident, pour elle des abîmes d'incertitude, donc elle problématise le rapport au monde immédiat qui est censé baigner dans une ambiance de familiarité. Donc la familiarité pourrait être considérée comme une ambiance fondamentale, par exemple. Après tout, est-ce que l'un des ressorts de notre adaptation à l'environnement n'est-il pas de produire cette familiarité qui va nous envelopper presque comme une sphère immunitaire, pour reprendre les images qu'utilise Sloterdijk dans sa trilogie Sphère, qui va nous accompagner. Et bien évidemment, cette sphère immunitaire, elle peut être déchirée par des événements qui peuvent être de l'ordre de la maladie, de l'ordre de la déception amoureuse, enfin, peu importe, de l'ordre de l'accident, des traumas divers qui vont briser et même faire exploser cette sphère de familiarité. Beaucoup de philosophes se sont intéressés à ces ambiances fondamentales, Heidegger notamment, puisqu'il en a décrite au moins deux. L'angoisse dans Être et temps, qui est nommée Grundstimmung, donc tonalité affective fondamentale, et l'ennui dans les concepts fondamentaux de la phénoménologie. On trouverait chez lui d'autres ambiances, l'étonnement, etc., mais disons qu'il a produit au moins deux grandes descriptions phénoménologiques de tonalité affective, c'est-à-dire d'ambiance. D'ailleurs, même, on pourrait très bien traduire Stimmung, l'allemand Stimmung par ambiance. Et Nietzsche, par exemple, parle d'une autre Stimmung, plutôt qui est celle du risque, qui pour lui est presque une sorte d'atmosphère vitale. Le vivant, c'est toujours celui qui vit dans cette poussée risquée de la vie, dans cette exaltation du danger. Chez Kierkegaard, on trouverait une autre ambiance, etc. Bollnow, d'ailleurs, qui était un philosophe suisse, avait écrit un livre dans les années 50, qui s'appelait « Les tonalités affectives », et il s'intéressait beaucoup dans ce repérage, je veux dire, au fond, derrière chaque philosophe, il y a une ambiance fondamentale. Derrière Kant, il y a la tranquillité ordonnée de la régularité quotidienne. Derrière Hegel, au contraire, il y a une sorte d'esprit de conquête, d'affect comme ça, de la maîtrise.
chez Kierkegaard, c'est plutôt une sorte d'angoisse de la singularité séparée de Dieu, etc. Je vais laisser cet aspect de côté. Moi, il me semble que, effectivement, même les ambiances passagères sont en un sens fondamental pour une raison que je vais évoquer à présent et qui est le sens de la réalité. Je crois que, bien évidemment, il peut y avoir des variations d'ambiance. Hein. Il peut y avoir des ambiances tristes, des ambiances plaisantes, des ambiances exaltantes, etc. Mais toutes, d'une certaine manière, nous ancrent dans le réel. En ce sens-là, même une ambiance passagère peut être dite fondamentale au sens où elle nous attache à la réalité. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est ce que Minkowski avait vu dans son étude sur le temps vécu. Quand il parlait d'ambiance, il parlait de cette intégration du sujet dans ce qu'il appelait le flux, le devenir, qui constituait pour lui son sens de la réalité. Le sujet perdait le sens de la réalité lorsqu'il perdait ce sens ambientiel d'être intégré dans un élan temporel, dans l'élan d'une vie, hein, lorsqu'il y avait un excès de ce qu'il appelait la schizoïdie contre la syntonie. La syntonie relevant plutôt de cette concordance entre mon vécu et l'ambiance du monde, cette unité fluente du devenir du monde. Et donc, lorsque j'ai l'impression d'être dans cet élan du monde, alors j'ai cette familiarité, j'ai cette sécurité, j'ai cette certitude d'être. Lorsque, pour des raisons X ou Y, je suis arraché à ce devenir ambientiel du monde et que je suis replié, au fond, je ne participe plus de cette ambiance du monde et que je suis dans une attitude de retrait, de stupéfaction, d'impossibilité de me raccrocher à, alors très certainement, il n'y a pas simplement une ambiance triste, parce que l'ambiance triste est encore en phase avec le monde, hein, si le monde est triste, il y a plutôt une distorsion d'ambiance. Donc, à mon sens, l'ambiance peut être négative, mais ce n'est pas le moment où il y a une sorte de désambientialisation. Il y a perte d'ambiance lorsqu'il y a une négation de la capacité compréhensive des ambiances, un manque de flair, hein, ou l'impossibilité de reconnaître l'expressivité des airs qui nous entourent. Dans ce sens-là, très certainement, les ambiances, si passagères soient-elles, si superficielles soient-elles, après tout, pourquoi s'intéresser aux ambiances, hein, et même au sens populaire, hein, parce que depuis que je présente ce livre, à chaque fois, bon, tout animateur ou journaliste, bien évidemment, parle du sens populaire. Ben, une ambiance, c'est plutôt festive, conviviale, etc. Et donc l'ambiance a plutôt, je dirais, une connotation un peu superficielle pour nos existences. Alors que bien évidemment, même cette ambiance superficielle, elle a quelque chose de fondamental au sens où elle nous ancre dans la réalité. Et là, dans le livre, je développe au fond une thèse un peu opposée à celle de Bergson. Pour Bergson, ce qui nous attache à la réalité, ce qu'il appelle l'accent de réalité ou l'attention à la vie, ce qui nous ancre dans le réel, c'est la sphère pratique, la relation pratique. C'est-à-dire, au fond, la modalité heideggerienne ou sartrienne du projet. Je serai donc ancré dans la réalité à partir du moment où je serai orienté par un programme d'action, et donc l'intérêt, le souci pratique serait une modalité, au fond, d'ancrage dans la réalité, le sens des réalités, hein, ou le principe de réalité, au fond, serait satisfait par cette orientation pratique. Hein, et de sorte que Bergson voit plutôt les expériences ambientielles comme des expériences irréelles, artistiques pour lui. L'ambiance, ce serait plutôt le flottement irréel. Au fond, l'être qui est dans l'ambiance, c'est l'être qui se détache de la réalité pour vivre l'ambiance sur un mode esthétique d'une rêverie, d'un onirisme flottant. Je crois que c'est tout le contraire. Les ambiances, si superficielles soient-elles, par exemple les ambiances festives, et d'ailleurs, bon, pourquoi dire que les ambiances festives soient superficielles? Peut-être qu'il y a un rôle fondamental du jeu, du loisir et du divertissement. Hein, donc, mais les ambiances, dans leur caractère passager, elles ont quelque chose de fondamental dans le sens où elles nous donnent le sens de la réalité.
Notre sens de la réalité, ce n'est pas la praticité, ce n'est pas le souci, l'intérêt qui le donne. Au contraire, le véritable intérêt, l'inter-esse, au sens latin, être au milieu d'eux, c'est plutôt l'ambiance qui nous le donne. Donc l'ambiance serait en nous ce qui nous rattacherait véritablement à la réalité par cette homogénéité dont je parlais. Parce qu'en vivant une ambiance, je vis quelque chose d'une appartenance immédiate et profonde en moi à ce qui m'entoure, qui est précisément cela le sens du réel. Et c'est peut-être, je ne m'avancerai pas parce que je ne suis pas psychiatre, même si j'ai beaucoup lu Tellenbach, Minkowski, Binswanger, Tatossian aussi, Blankenburg, etc. Donc bien évidemment, et si vous lisez le concept d'ambiance, vous verrez qu'à de nombreuses reprises, la psychiatrie phénoménologique est mobilisée pour une théorie des ambiances, mais il me semble très certainement que certains symptômes pathologiques sont très certainement ces désambientialisations, c'est-à-dire ces pertes d'ambiance, cette incapacité à flairer les airs, les expressivités qui nous entourent, comme une sorte de handicap du flair, d'handicap de compréhension immédiate, une sorte de, au fond, de défaut de compréhension ambientielle de ce qui nous entoure, parce que le sujet ne ressent plus. Alors, qu'est-ce qui resterait? Il resterait peut-être ce que Hartmut Rosa, dans son dernier livre qui appelle Résonance, appelle le muet, un monde muet, hein, un monde inexpressif, un monde sans ambiance, même sans ambiance négative, parce qu'une ambiance triste ou hostile, c'est quand même une ambiance qui nous ancre dans le réel. Et Dieu sait si c'est un thème continuel d'ailleurs de la psychologie du travail. Très souvent, la psychologie du travail, et lorsqu'on regarde les travaux des psychologues du travail, et notamment les pathologies au travail, comment commence la clinique de ces pathologies? Par des descriptions atmosphériques. C'est-à-dire, l'individu dit, il y a une mauvaise ambiance, ou alors c'est telle personne, par exemple le manager, qui, par harcèlement, crée une sorte d'ambiance délétère, détestable, qui fait que la personne, au fond, commence à ne plus vouloir travailler, même à avoir certains soucis, alors soit passagers type burn-out, soit plus importants. Ce que je veux dire par là, c'est que même une ambiance triste et hostile nous ancre dans la réalité, parce que bien évidemment, l'ambiance triste, c'est la réalité du travail, de la situation de travail de ces personnes-là. C'est pas quelque chose d'irréel, c'est pas superficiel au sens où ça n'existerait pas. C'est au contraire, je dirais même, c'est ce qui est pour eux presque l'ens realissimum, ce qu'il y a le plus réel dans le réel, c'est cette ambiance-là qui pourrit, au fond, leur journée, qui pourrit leur relation à autrui, leur relation eux-mêmes, qui pourrit même leur relation familiale lorsqu'ils rentrent chez eux, etc. Et donc, les ambiances tristes sont des ambiances qui nous ancrent dans la réalité. Donc, quand je parle d'un désancrage ambientiel du réel, ce n'est pas au sens des ambiances négatives, non, c'est au sens des négations d'ambiance. C'est-à-dire au sens d'une perte de la capacité à comprendre l'expressivité des airs, des personnes, des lieux, des événements, des moments qui nous entourent. Et en ce sens-là, il me semble que le sens de la réalité est un sens ambientiel. C'est-à-dire, au fond, le sol, j'ai utilisé cette métaphore dans le livre, le sol, c'est l'air. Notre sol, nous sommes ce qui nous fonde, ce n'est pas tellement l'ancrage dans un sol, ce qui nous fonde, c'est ce dôme invisible dont je parlais, c'est cette enveloppe ambientielle qui varie du plaisir à la peine, de la joie à la tristesse, mais qui, au fond, est notre véritable enracinement. Nos racines sont dans le ciel, comme dirait l'autre, au sens ou pas au sens, alors pas au sens d'ailleurs spirituel, mais nos racines sont dans l'atmosphère, dans les ambiances, parce que c'est ce qui constitue notre ancrage dans la réalité. Et lorsque nous perdons cette bulle atmosphérique qui semble effectivement si légère, ce je ne sais quoi, voilà, c'était ce que disait d'ailleurs la patiente de Blankenburg, elle avait perdu ce je ne sais quoi. Les autres, ils ont ce je ne sais quoi, elle a perdu ce je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi, ce n'est rien d'autre que cette enveloppe ambientielle qui nous entoure à chaque instant et qui constitue, au fond,
notre ancrage dans la réalité. Je vais m'arrêter là pour laisser quand même un petit temps à la discussion. Et puis je vous remercie pour votre attention.